Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Il est professeur des universités, il enseigne le droit constitutionnel au Congo et partout parfois à travers le monde. En Afrique du Sud, le premier noir, on va enseigner le droit constitutionnel dans une université sud-africaine, eh bien, c'est notre invité d'aujourd'hui. Il a enseigné en Europe, ici au Congo et un peu partout quand on a besoin de lui. Spécialiste sur des questions constitutionnalistes. Et vous l'avez certainement compris, il s'agit du professeur André Mbata. Aujourd'hui, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas dérogé à la règle, de toute façon, c'est l'un des parrains de cette émission et même de cette chaîne. Aujourd'hui, il nous accorde une interview exclusive pour discuter sur des questions précises. La diplomatie parlementaire, le discours du chef de l'État et tout ce qui va se passer maintenant après. On en parle avec le professeur André Mbata. Comment allez-vous, cher professeur? Je vais bien, Christian. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le titre de professeur ou du premier vice-président de l'Assemblée nationale, comme on dit, honorable président? Non, c'est connu de tout le monde que je suis plus à l'aise avec mon titre de professeur. Ouais. Je suis d'abord professeur et puis je resterai professeur. Le reste, c'est un peu comme le costume. Ouais. Aujourd'hui, premier vice-président, demain, à une autre fonction, ça change constamment. Mais le professeur, il le reste. Je suis plus à l'aise avec ce titre-là et je préfère qu'on l'utilise en s'adressant à moi. Alors, une question avant de commencer. Est-ce que la fonction ressemble à ce que vous pensiez avant d'y arriver? Ou vous pensez qu'il y a beaucoup de choses à découvrir qu'avant d'y arriver? Bon, je crois que les choses ne sont pas si éloignées. En fait, vous l'évoquiez, depuis la fin du mois d'avril, je crois que j'étais élu premier vice-président de l'Assemblée nationale. De quoi s'occupe d'abord l'Assemblée nationale et quelles sont les attributions du premier vice-président? Cela va nous permettre de savoir si la fonction coïncide avec mes aspirations profondes. L'Assemblée nationale a pour mission d'abord élaborer les lois et ensuite contrôler le gouvernement. Ce sont les principales missions. Le gouvernement, les services publics et tout cela. Et au sein de l'Assemblée nationale, il y a un bureau de 7 membres qui est dirigé par le président, évidemment, le président de l'Assemblée nationale. Le premier vice-président a 3 fonctions principales. Il s'occupe des questions législatives, c'est-à-dire il doit regarder tout ce qui entre comme initiative législative. Vous savez, les initiatives législatives sont de 2 ordres. Il y a les initiatives qui viennent du gouvernement, du pouvoir exécutif, qu'on appelle projet de loi. Un projet de loi, c'est une initiative législative qui vient du gouvernement ou du pouvoir exécutif. De l'autre côté, il y a les initiatives qui viennent des parlementaires, des députés ou des sénateurs eux-mêmes. Ces initiatives-là, on les appelle propositions de loi. Donc, la première mission du premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est s'occuper des questions législatives. Et vous comprendrez que comme constitutionnaliste, comme juriste et comme constitutionnaliste... C'est beaucoup plus facile, c'est dans votre... je suis dans ma peau. Dans votre peau. La deuxième fonction du premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est s'occuper des groupes parlementaires. Donc, il s'occupe des relations entre les bureaux et les différents groupes parlementaires qui sont au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas très difficile pour vous parce que vous venez d'être président de la grande commission, la plus grande d'ailleurs de l'Assemblée nationale. Oui, antérieurement, j'étais président de la commission politique, administrative et juridique. Et donc, c'est là aussi, c'est ça le lien un peu. C'est le premier vice-président, le président de la commission politique
administrative et juridique qui devient premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il y a comme une continuité. Et puis la troisième fonction, c'est la diplomatie parlementaire. Qu'est-ce que c'est que la diplomatie parlementaire? Eh bien, au niveau de l'Assemblée nationale, qui représente, vous savez, les députés nationaux représentent la nation, et au niveau donc du pouvoir exécutif, nous avons notre diplomatie à nous. C'est-à-dire une diplomatie qui vient compléter la diplomatie traditionnelle qui s'est fait à travers le ministère des Affaires étrangères. Donc vous êtes un peu comme le ministre des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Et même du peuple, parce que l'Assemblée représente le peuple. Et si vous considérez que le gouvernement, notamment le ministre des Affaires étrangères, il est responsable devant l'Assemblée nationale. Donc nous jouons ce rôle-là de responsable de la diplomatie parlementaire. C'est dans ce sens-là que j'ai eu à effectuer plusieurs missions récemment et j'ai eu à me prononcer sur certaines questions. Voilà donc les attributions du premier vice-président. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais saluer tous vos téléspectateurs. Je sais qu'ils m'ont beaucoup manqué. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Je crois que c'est la première fois que je viens. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. C'était quand vous étiez élu, très fraîchement, vous étiez venu. Très fraîchement, et je vous avais accordé la première. La première fois, j'étais venu. Ça a été un honneur pour nous. Oui, je reviens parce que je sens que j'ai leur manque. Et notamment, vous avez des très nombreux téléspectateurs au pays et surtout dans la diaspora qui attendaient toujours. Voilà, je suis là. Et aussi, un peu pour rendre compte, parce que comme député, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes élu de la nation sur différentes questions. Vous devez communiquer et vous devez rendre compte à vos électeurs. Et mes électeurs, c'est la nation. Très bien. Alors, puisqu'on a compris toutes ces questions, parlons de l'actualité. L'Assemblée nationale, vous venez de prendre une résolution ou des résolutions interdisant le gouvernement à négocier avec les M23 au point de les intégrer au sein de l'armée, de la police, ainsi de suite. Votre décision n'a pas fait plaisir à tout le monde. C'est vrai que si elle a été applaudie par la population, si d'autres l'ont accepté, mais si les uns l'ont accepté, pardon, d'autres par contre l'ont fustigé. Par exemple, l'honorable Moïse Nyarugabo, qui estime que c'est une erreur monumentale que de fermer toutes les portes aux groupes, en fait, je veux dire, au M23, puisque si vous le faites, il dit qu'il va accepter, mais vous allez payer les conséquences. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord l'essence même de ces résolutions? Bon, d'abord, disons, on est dans une logique. Dans une logique, notre pays, depuis le mois de juin, est de nouveau agressé par le groupe terroriste M23. En réalité, ce n'est pas les M23 qui sont des marionnettes du Rwanda et de Paul Kagame. Ce sont des marionnettes qui nous agressent de nouveau depuis le mois de juin. Et vous savez que le M23 avait déjà fait parler de lui en 2012-2013, lorsqu'ils avaient attaqué, cette fois-là, l'Est du pays. Mais ils reviennent, et en fait, c'est le Rwanda qui revient sous le label du groupe M23 pour attaquer notre pays, pour s'aimer, violer les droits humains dans l'Est du pays. Vous voyez comment notre population est en train d'être malmenée, les droits de l'homme sont violés, les déplacements massifs des populations, des crimes de guerre, des crimes internationaux en fait en train d'être commis par le Rwanda à travers le M23. Et dès que cela a fait, vous savez, tout le tollé que ça a soulevé dans le pays, et nous avons tout de suite condamné. Ici, il faut, et je crois qu'on y reviendra, il faut féliciter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut féliciter l'Assemblée nationale, dirigée par le président Christophe Mbosso et tous les députés nationaux. Pourquoi féliciter? Parce que nous sommes attaqués. Nous nous sommes dit dès le départ, ce ne sera pas business as usual. On ne va pas continuer à importuner tout un peuple. Et ce président de la République et cette majorité, cette Assemblée nationale dominée par la majorité de l'Union sacrée, et n'a pas hésité. Ce n'est pas comme dans l'ancien temps. Nous avons identifié tout de suite l'adversaire, l'agresseur, c'est Paul Kagame. C'est le Rwanda. Vous êtes un grand journaliste, vous êtes dans le pays. Vous savez que pendant des années, le régime passé n'osait pas le mentionner. Il ne pouvait même pas mentionner le nom de l'agresseur. Pourquoi? Parce qu'ils sentaient qu'ils avaient des comptes à rendre à l'agresseur. Et Félix Tshisekedi, lui, n'a pas hésité un seul instant. Et nous n'avons, c'est identifié, c'est Paul Kagame, c'est le Rwanda qui nous agresse. Et nous avons pu le faire. Ce n'était jamais fait auparavant. Et nous nous sommes engagés à le combattre. Nous nous sommes dit, vous n'allez pas continuellement. Nous sommes quand même un grand peuple. 120 millions d'habitants. L'un des pays les plus vastes de la planète et les plus riches de la planète. Et vous pouvez vous promener au Congo en promenade. Après 6 mois, vous revenez.
Vous faites un peu comme des maraudeurs, vous venez voler, piller le coltan, les ressources naturelles, vous rentrez impunément au Rwanda. Nous nous sommes dit cette fois-ci, sous cette présidence de Félix Antoine Tshisekedi, sous la présidence, avec ce bureau de l'Assemblée nationale, cette majorité de l'Assemblée nationale, nous n'allons pas tolérer. Je crois que votre mission est suivie. Nous sommes assez catégoriques, comme suivent à Kigali, comme suivent à Entebbe, comme suivent à Kampala, comme suivent en Afrique du Sud, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Le langage est clair. Nous n'allons pas tolérer une énième agression du Rwanda à travers le M23. Est-ce que ce n'est pas une décision dangereuse? Donc, nous n'allons pas tolérer, c'est ainsi que vous avez fait allusion à cette recommandation-là. Justement. Le M23, c'est un groupe terroriste constitué de marionnettes de Paul Kagame du Rwanda. Nous n'allons pas, nous avons interdit toute négociation. Vous savez ce qui se passait il n'y a pas si longtemps. On pouvait entrer dans les groupes armés et s'attendre demain à être mixé, brassé, devenir général. On l'a vu à plusieurs reprises. Messieurs du M23, et je sais qu'il y a peu de dames, vous n'allez pas agresser le pays, vous n'allez pas prendre Bunagana et laisser Rutshuru. D'abord, nous n'allons pas vous le laisser indéfiniment. Nous vaincrons cette guerre. Il n'y a pas la moindre hésitation. Nous allons gagner cette guerre. Vous n'allez pas continuer à agresser la République à travers le groupe du M23 et vous attendre demain à être généraux, colonels, capitaines dans l'armée de la RDC. Cette aventure-là que vous faisiez avec le régime précédent, c'est terminé. C'est terminé avec Félix Tshisekedi, président de la République. C'est terminé du point de vue de l'Union sacrée de la nation, de l'Assemblée nationale. C'est un groupe terroriste. Cet espoir-là de croire que vous allez réintégrer, vous allez être brassé, vous allez être colonel à Kinshasa, vous allez être général, c'est terminé. Alors, mais comment ça va se passer dans la suite des choses? Je n'ai pas fini votre question. Allez-y. Mais ce sont des terroristes. Il faut être quand même conséquent. Vous avez vu les États-Unis négocier avec Al-Qaïda? Al-Qaïda, vous avez vu ça? Mais on parle de quoi? On négocie pas avec des terroristes pour qu'ils viennent entrer dans votre armée. Vous avez évoqué un collègue député. Mais il a dit Dieu de la. Mais comment? Il y avait combien? Il était seul contre tous. Mais déjà, quand il y a des voix discordantes comme ça au sein de l'Assemblée nationale, est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Non, mais c'est une assemblée. Et puis, combien de voix discordantes? Lorsque nous avons le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a posé la question, qui sont pour la recommandation? Sur 500 députés, il n'y avait que 2 contre. 2 seulement. 2 sur 500 députés. Et vous voulez aller de voix discordantes. Mais puisque la majorité, ce n'est pas le fait d'écraser la minorité. Est-ce que vous êtes entré... Mais c'est quelle minorité dans ce cas? Quand il y a de l'unanimité. Mais est-ce que vous les avez entendus, les deux? Est-ce que vous les avez entendus? Ils se sont exprimés. Oui, nous sommes... Écoutez, Christian. Ici, nous ne sommes pas à Kampala ou en Ouganda ou à Kigali. Pourquoi? Nous sommes un pays démocratique. La démocratie, lorsque nous nous appelons depuis l'indépendance, la République démocratique du Congo, avant même que vous ne soyez nés. Moi, évidemment, je suis né quelques jours après l'indépendance aussi. Avant même que nous ne soyons nés, ce pays, nos aïeux ont consacré que ce sera et pour toujours une République démocratique. C'est la République démocratique du Congo. Ici, l'opposition s'exprime. Ce n'est pas Kigali. J'entends parfois de parler. Ici, l'opposition s'exprime, notre opposition s'exprime tous les jours. Il y a la liberté d'expression. Très souvent, vos collègues journalistes posent des questions. Mais est-ce que vous pouvez tenir la même interview à Kigali avec Paul Kagame ou appeler le président de l'Assemblée nationale rwandaise qui vient à une émission? Non. Le Rwanda, c'est un régime autoritaire. Vous nous faites l'honneur, c'est vrai, mais parlons-en. Oui. La décision. Vous dites au gouvernement de ne pas. Mais un pays s'assume ici. Oui. Je vous ai dit dès le départ, l'Assemblée nationale représente la nation. Est-ce que notre nation est prête aujourd'hui à donner la place dans l'armée à ceux qui ont violé les femmes, à ceux qui ont tué, à ceux qui ont massacré? Notre peuple, que ce soit à Bongandanga, que ce soit à Mwanda, que ce soit à Lodja au Sankuru, que ce soit à Kalemi ou à Beni ou à Nituri là-bas, est-ce que notre peuple est prêt à accepter qu'aujourd'hui, ceux qui l'ont massacré,
ceux qui ont volé, ceux qui ont pillé, demain ils se retrouvent chef d'état-major de Mais forces qu'est-ce que vous armées. allez faire d'eux? Nous allons vaincre la guerre, je vous ai dit. Les FARDC ont fait une déclaration. Ils disent que les rebelles ont fui, les terroristes ont fui. Il y en a qui sont partis vers l'Ouganda, il y en a d'autres qui sont partis vers le Rwanda. Est-ce que ça va s'arrêter comme ça? Parce que l'ancien régime dit qu'ils avaient déjà réussi à défaire le M23, ça faisait 8 ans. Donc 8 ans, les M23 sont revenus. Mais disons que cette logique-là, donc 8 ans après, ils reviennent. Disons d'abord une chose. Oui. Mais les FDLR sont la fabrication de l'ancien régime. Mais c'était leurs amis. Vous parlez du M23 ou du FDLR? Je parle du M23. Ok, le M23. Je parle du M23. Je parle du M23. C'est l'ancien régime. J'entends parfois des accords. Quels accords est-ce que le président Félix Tshisekedi a signé? Aucun. On dit vous les avez logés au fleuve Congo Hotel. Et ça, c'était un accord. C'était un accord. À l'époque, nous, on croyait peut-être que c'était des gens qui pouvaient être responsables d'eux-mêmes. Et patriotes. C'est le régime, l'ancien régime, qui nous a. C'est l'héritage. Le M23, c'est l'héritage de l'ancien régime. Mais non, mais ces amis-là, bon, ils n'aiment pas toujours qu'on les appelle, mais ils sont des turiféraires. Ces amis-là, ils ont fait tous les mains. Ils ont signé des accords. Nous, ça ne se fera pas comme ça. Mais pour vous dites, pas de négociations. Ces gens, on peut dialoguer. Oui. En droit, il y a une différence entre négocier et dialoguer. Bon, je ne pense pas qu'on ait le temps. On peut le dialoguer. On ne va pas négocier. On ne va pas négocier avec le M23. Ils vont rentrer d'où ils sont venus. Et tout le monde sait d'où ils sont venus. Alors, le gouvernement. Ils sont venus du Rwanda. Mais le gouvernement rwandais dit ceci par son porte-parole. Je crois le porte-parole adjoint du Rwanda, il a accordé une interview à France 24 et où il dit il s'étonne comment un gouvernement congolais peut-il refuser de négocier avec sa propre population. Il parlait du M23. On vous accuse de refuser de discuter, de dialoguer, de rentrer en possession des revendications de votre propre population. Est-ce que pensez-vous que cette logique-là, elle tient quand vous dites qu'ils vont rentrer chez eux, puisque le Rwanda dit que le M23 est une affaire congolaise? Christian, je suis un peu gêné. Oui. Un professeur de droit, vous avez dit tout à l'heure, je suis non seulement professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa, mais je suis professeur extraordinaire à l'Université d'Afrique du Sud. Merci de rappeler toujours que je suis le premier professeur noir de droit public à l'Université d'Afrique du Sud. Mais ça ne répond pas à la question. Sans être sud-africain. Oui. Ça va répondre à une question. Ok, allez-y. Comment je veux répondre à un porte-parole du gouvernement rwandais qui n'a aucune notion de droit? Mais ça, c'est l'État rwandais qui a parlé. Et l'État rwandais. Oui. Comment voulez-vous qu'un président de l'Assemblée nationale d'un pays démocratique réponde à un porte-parole d'un gouvernement autoritaire? Comment voulez-vous? Non, quand même. J'ai dit quelque part, le Rwanda, c'est un État voyou. Ah, il est voyou, l'État. C'est un rock state. Mais un pays qui ne respecte pas les principes élémentaires de droit international. Mais j'aurais voulu quand même que les quelques collègues qui y a à l'université de Kigali, qu'ils disent un peu au gouvernement, qu'est-ce qu'on peut faire en droit international? Parce que on parlait de négociations. C'est la même chose que j'ai demandé aux collègues qui sont à l'université de Makerere en Ouganda. Dites à ce général-là qu'on appelle ce Mouazuki. Le fils de... Dites-lui, s'il n'a pas appris, il n'a fait que l'armée, dites-lui qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un groupe terroriste. Non. Écoutez un peu, Christian. Le Rwanda, ce n'est pas un pays démocratique. Ce n'est pas un pays démocratique. Mais présentez vous voulez que demain, nous leur demandons de négocier avec le groupe Hutu? Et l'opposition, vous avez des opposants chez eux? Ce n'est pas un pays démocratique. C'est-à-dire que nous disons ceci, s'il y a des Congolais dans le M23, ils n'ont qu'à laisser les armes, demander pardon à la nation, si vous voulez être tranquille. Mais alors, vous êtes président, vous êtes mais ici, vous voyez d'où est venu le M23. Hein? Quelles sont les origines? Vous avez suivi l'entrée du M23. Le M23 n'est pas venu de Goma. Le M23 est venu du Rwanda, qui a bénéficié d'une porte qui lui a été laissée par l'armée ougandaise, sous instigation de ce général-là, le fils Museveni,
Ils ont bénéficié de cette porte. Ils sont entrés dans notre pays. Alors, mais donc, ils viennent de l'étranger. Alors, parlons-en, professeur. Oui. Deux questions. Ce sont des terroristes. Deux questions, professeur. Oui. La première. Oui. Pourquoi vous considérez le fait que la communauté internationale, les Nations Unies et même l'Amérique vous demandent à vous de négocier avec les M23, mais les mêmes pays, les mêmes entités que je viens de citer, ne demandent pas au Rwanda de négocier avec les FDLR, ne demandent pas à l'Ouganda de négocier avec l'ADF. Nulle part on demande à l'Ouganda de laisser l'ADF entrer dans leur armée, de les réintégrer dans l'armée. On ne demande pas au Rwanda d'intégrer les FDLR au sein de leur armée. Mais pourquoi on vous demande à vous, le Congo, d'intégrer le M23 dans votre armée? Est-ce que vous êtes considéré, est-ce que vous êtes pris au sérieux par la communauté internationale et les grandes puissances? Voilà, Christian, je crois que vous m'amenez à la diplomatie parlementaire. Oui. Il faut dire que je reviens de l'Afrique du Sud. À Pretoria, j'étais à Midrand à Pretoria pour prononcer, faire une allocution, faire un exposé devant le Parlement panafricain à Midrand à Pretoria en Afrique du Sud. C'était mercredi passé. Évidemment, j'étais invité comme professeur extraordinaire à l'Université d'Afrique du Sud. Mais j'en ai profité comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. J'ai parlé devant le Parlement panafricain qui réunit les parlementaires de tous les pays africains pour leur dire une chose. La première, c'est que nous n'avons pas, notre pays, mon pays, votre pays, la RDC, notre pays est agressé par le Rwanda à travers le M23. Je l'ai dit. C'est la deuxième fois que je l'ai dit. Et je vous rappelle, il y a 2 mois, je l'avais dit également la même chose devant le Parlement panafricain. Vous savez ce qui était arrivé? Le président du Parlement, du Parlement ougandais et rwandais était sorti de la salle. Okay. Ils ont protesté dans la salle parce que tous ils sont sortis de la salle. Je suis reparti cette fois-ci, ce n'est pas à cause de moi. Quand je parlais cette fois-ci, le Rwanda n'était pas présent au Parlement panafricain. Et j'ai redit la même chose. Nous sommes agressés par le Rwanda à travers les marionnettes terroristes du M23. Nous allons les bouter dehors. Ce pays vaincra. Donc il n'y a pas la moindre hésitation. Moi, vous savez, moi je n'aime pas les Congolais défaitistes. Nous allons gagner cette guerre. Mais comment? Puisque... laissez-moi terminer la question. Allez-y. Et j'ai déploré l'attitude de la communauté internationale. Ah, c'est là votre question. Et je l'ai dit. Et pas plus tard qu'hier. Je crois que vous avez suivi, vos médias ont suivi. Nous avons reçu le bureau de l'Assemblée nationale dirigé par l'honorable Christophe Mbosso. Nous avons reçu les membres du comité de sanctions des Nations Unies hier, avant la plénière. Okay. De 13h à 14h hier. Qu'est-ce que vous leur avez dit? La délégation du comité de sanctions des Nations Unies, composée de 13 membres du Conseil, représentant les pays membres du Conseil de sécurité. Tous les pays qui ont un droit de veto ont été représentés hier quand nous recevons. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine. Ils avaient leurs délégués parmi ceux que nous avons reçus hier. Et nous avons reçu 8 sur 10 membres non permanents du Conseil de sécurité. Ils étaient là, et je crois que ce n'est pas un secret que je suis en train de dévoiler parce que c'est dans les médias. Le président de l'Assemblée nationale et le bureau leur a dit quoi? Vous êtes le comité de sanctions, nous n'apprécions pas l'attitude de la communauté internationale. On leur a dit clairement. Vous leur avez dit ça? Clairement. Vous savez, Christian, moi comme député, je ne suis pas un diplomate. I don't mince the words. Je ne mâche pas les mots. Le président Mbosso ne mâche pas les mots. Nous représentons la nation. Notre nation souffre. Notre peuple est brimé. Il n'y a pas à mâcher les mots. Nous leur avons dit clairement. Vous représentez les 15 pays membres du Conseil de sécurité. Allez leur dire ceci. Nous sommes agressés par le Rwanda. Les Nations Unies sont hypocrites. Le Rwanda, alors que vous avez aux Nations Unies des pays qui se font passer pour les champions des droits de l'homme, les champions de la démocratie, vous soutenez la dictature au Rwanda? Et ici, quand ça arrive au Congo, on voit les gens circuler. Évidemment, nous allons aller aux élections libres et transparentes en 2023. Nous sommes pressés d'y aller. Félix Tshisekedi, l'Union sacrée, notre peuple, sous la direction du président de la République, nous allons aller aux élections libres et transparentes et démocratiques en 2023. De telles élections qui n'ont jamais lieu au Rwanda. Mais vous allez voir les diplomates circuler d'un camp à l'autre, vos élections, la CENI, comment? Pourquoi vous n'avez jamais été au Rwanda pour dire ça?
Paul Kagame est là pour rester jusqu'en 2035. Et comment est l'opposition là-bas? Nous avons une opposition que nous respectons. Dis-nous, prenons-nous au sérieux. Nous avons déploré l'attitude des Nations Unies, et plus particulièrement de certains membres du Conseil de sécurité. Nous avons évoqué la résolution sur les armes. On vient nous dire, écoutez, ce n'est pas l'embargo, on demande seulement que quand vous avez acheté des armes dans un pays, ce pays-là puisse informer de quoi? Quand le Rwanda paie les armes, il est sous l'obligation de notifier à qui? Et vous allez nous imposer à nous, quand nous payons des armes, un pays démocratique, indépendant et souverain, de vous notifier. Mais c'est un embargo indirect. Ils ont dit quoi? Ils pouvaient dire quoi? Ils vont transmettre à ceux qui les ont envoyés. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Et nous avons félicité la Chine et la Russie qui se sont opposés à cette résolution-là qui était faite par la France. Et les Français étaient dans la délégation, nous leur avons dit. Pourtant, vous êtes dans la francophonie, vous êtes l'un des pays les plus... non, mais c'est quoi la francophonie? Vous êtes là. Hein? Vous ne Paul Kagame, le Rwanda est à la fois... le Rwanda est un pays, il parle anglais. Oui, ils sont donc comme nous. Mais la France leur a donné le poste de secrétaire général de la francophonie. Mais ça conforte ma question pour dire que nous leur avons dit, nous devons être pris au sérieux. Oui. Ce peuple congolais doit être pris au sérieux. Et sous cette présidence de Félix Tshisekedi, chef de l'État, on va nous prendre au sérieux. Alors, nous avons fustigé ça. Nous leur avons dit clairement que ce sont les multinationales occidentales. Lorsque l'ancien Premier ministre britannique signe un accord avec le Rwanda, pour que tous les réfugiés viennent au Rwanda, le Rwanda qui n'a pas d'espace, c'était pourquoi? Ce sont les anglo-saxons, nous leur avons dit clairement. Mais pourquoi vous êtes rapide pour condamner, par exemple, l'attitude de l'Angleterre, mais vous n'êtes pas en mesure de condamner l'attitude du président brazzavillois, du président du Congo-Brazza, qui a, lui, vendu des terres au Rwanda, des terres qui se rapprochent à notre pays? Pourquoi vous n'avez pas condamné? Ça, nous ne pouvons pas condamner, ce sont ces terres. Mais il les vend à un pays que vous connaissez tous, vous connaissez tous les idées. Non, mais ils restent là-bas. Oui. Nous n'allons pas permettre qu'ils entrent. On l'a dit à plusieurs reprises. Et je crois, je voudrais bien, et j'espère que ça va se faire, l'Assemblée nationale pourra penser à une rencontre avec les députés congolais de Brazzaville pour dire, écoutez, messieurs, chers collègues, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, justement, nous serons prêts à traverser Brazzaville pour dire à nos amis parlementaires congolais que c'est votre souveraineté, c'est votre sol, nous ne pouvons pas nous ingérer là-dedans. Oui. Si un peuple veut vendre son pays, ce n'est pas notre affaire, nous avons le nôtre. Nous n'allons pas perdre un seul centimètre carré. Mais si le Congo est un pays indépendant et souverain, il a donné des terres, c'est son droit, mais que ce ne soit pas pour attaquer la RDC. Alors, ça, nous n'accepterons pas. Donc, nous avons fustigé l'attitude de la communauté internationale de certains pays. Parce que vous avez suivi, la Pologne a clairement condamné à la tribune des Nations Unies. Vous avez le seul pays qui a condamné. Bon, la Belgique. Oui. Et les choses changent même aux États-Unis. Vous avez des sénateurs totalement impliqués. Mais les sénateurs, vous savez que les sénateurs ne changent pas la vie ou la position de l'Amérique. Ce ne sont que des sénateurs. Ce sont les élus du peuple congolais. Oui. La politique étrangère, c'est comme vous voulez dire, les députés nationaux congolais ne font rien. Oui, vous pouvez parler, mais ça impacte non, ce qu'on nous dit a un impact. Oui. Ah, chez eux aussi, ça a un impact. Ça a un impact. Donc, nous avons fustigé cette attitude. Nous demandons à l'ONU, aux Nations Unies, de reconsidérer leur attitude. Et nous avons déploré cette attitude-là. Comment vous imaginez que la MONUSCO est là, le M23 entre, la MONUSCO fait un repli stratégique? Mais elle s'est exprimée en disant qu'elles n'ont pas d'armes, elles ne sont pas aussi armées, que le M23. Mais nous allons les bouter dehors. La RDC aurait plus d'armes que la MONUSCO. Nous allons bouter ces marionnettes du M23 dehors, là où la MONUSCO voulait nous faire croire qu'ils avaient des armes sophistiquées. En fait, c'était une manipulation. C'était pour décourager nos militaires. Mais quelle était l'attitude du Congo par rapport à cela? Est-ce que vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez rencontré? Avez-vous formulé votre indignation à qui? Aux Nations Unies, à Guterres, et je ne sais pas. Non, mais nous, c'est le ministre des Affaires. Je crois que le chef de l'État était clair. Oui. Sur le dernier discours du président de la République à l'Assemblée générale des Nations Unies, le président Félix Tshisekedi était très clair là-dessus. Et nous, dans la même ligne, nous avons été clairs envers la délégation des Nations Unies. Et nous allons continuer à être clairs. Donc, on doit condamner, c'est l'hypocrisie. Et puis, qu'est-ce que le Rwanda peut donner au monde
que le Congo ne peut pas donner. L'organisation peut-être que Quelle vous n'avez pas. organisation? C'est la dictature. Quelle organisation? C'est la manipulation, tout simplement. Vous voulez qu'on applique, nous, une démocratie autoritaire, que le président Félix Tshisekedi ignore l'opposition comme ça s'est fait au Rwanda, et on va parler de la bonne gouvernance, on va faire taire? Non. Alors, donc, nous avons dit cela, ça c'est au niveau des Nations Unies, et nous avons également dit ça au niveau de l'Union africaine. Que le pays africain s'exprime pour condamner. Mais aucun pays. Vous comprenez, lorsque l'Irak est attaqué, tout le monde parle. Mais nous sommes l'objet d'une agression. Et ici, ce n'est pas seulement le génocide que nous condamnons. C'est plus de 10 millions de morts. Mais est-ce que et vous taisez. Est-ce que le problème n'est pas le niveau de ceux qui parlent pour vous, professeur? Vous êtes professeur de l'université, mais je ne dirais pas ça des autres, qui vont discuter des grandes questions du Congo. Vous envoyez qui? J'ai envie de dire, comme le prof Bakandej a dit, parfois vous envoyez des bonobos qui vont aller raconter des histoires qu'ils ne maîtrisent pas. Est-ce que vous avez des hommes à la hauteur des questions congolaises qui vont discuter pour vous aux États-Unis, qui vont le faire en Angleterre? Il y a un nouveau roi, mais jusque-là, nous ne voyons même pas une politique congolaise. Nous avons des hommes, oui. Nous avons des hommes oui. Et nous sommes prêts à les renforcer. Parce qu'il ne faut pas non plus minimiser les nôtres. Il faut les renforcer. Oui. Nous avons des hommes. Oui. Le ministre parle, mais il parle en diplomate. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure que nous ne sommes pas diplomates. Nous sommes représentants du peuple. Nous n'avons pas la langue des bois. Donc, c'est la mauvaise foi. C'est parce que... Comment voulez-vous, par exemple, en fait, la guerre qui nous est imposée, c'est une guerre économique. C'est l'exploitation de nos matières premières. Oui, mais ça va faire 25 ans. Ça fait 25 ans avec l'ancien régime. Oui. Avec l'ancien régime, ce régime de Félix Tshisekedi de l'Union sacrée, nous allons y mettre un terme. En faisant quoi? En faisant quoi? Militaire ou toutes les options dans la diplomatie? Toutes les options sont cumulées. Vous savez même du temps de Hitler, parce qu'on a parfois reproché, on a reproché à notre ministre des Affaires étrangères. Oh voilà, il a fait un communiqué, mais je vous dis quoi? Mais pendant la guerre mondiale, on pouvait bombarder Hitler aujourd'hui pendant qu'on lui parle. Ça fait partie de la diplomatie. Et ce n'est pas aujourd'hui ce que vous êtes que je vais l'apprendre. Toutes les options sont sous la table. Alors, toutes. Professeur, et sur tous les fronts. Depuis que les FARDC sont en train de pilonner ces coins, nous n'entendons pas ça dans les médias internationaux. Personne ne parle. Mais lorsque le M23 repousse les FARDC de 2 mètres ou de 3 mètres, c'est toute l'humanité qui entend parler. Est-ce que les autres sont plus forts que vous en termes de communication? CNN ne parle pas de vous, Fox News ne parle pas de vous, New York Times ne parle pas de vous, et aucun média étranger, je veux dire puissant, ne parle de vous. Mais quand c'est les autres, on parle d'eux. Est-ce que vous avez développé une politique de la communication médiatique pour finalement renverser la tendance? Mais c'est la complicité, pourquoi ils ne parlent pas de nous? Oui. Parce qu'ils en profitent. Parce que les multinationales en profitent. Parce qu'on nous pille et ils profitent de ce pillage-là. Nous leur disons, venez clairement si vous voulez investir. Comment on va parler de vous parce qu'on est complice? Les médias internationaux, la France, je vous parle de la France. La France des droits de l'homme. La France. Mais elle soutient un régime autoritaire. Mais elle lui donne le poste de secrétaire général de la francophonie. La France des droits de l'homme. Mais elle accorde la parole. La France de la démocratie. Aux terroristes du M23. Oui. Mais quand c'est elle, on n'accorde pas la parole. Et c'est elle qui va faire la proposition au Conseil de sécurité pour nous placer sous cet embargo-là qui ne dit pas son nom. C'est la France. Mais pourquoi vous ne quittez pas la francophonie? Peut-être pour donner un signal fort. Pourquoi vous ne quittez pas la francophonie? Pourquoi c'est un machin. C'est un machin, ils peuvent rester. Nous allons décider demain à quel... Nous sommes un pays indépendant. C'est l'hypocrisie de la France. Alors, on accuse... Et alors, les médias maintenant. Les médias, ce n'est pas une politique des médias. C'est aussi le patriotisme des journalistes, des hommes des médias. Il faut le faire. Lorsque vous communiquez au monde entier, mais vous savez transmettre un message. Mais très souvent, nos journalistes, ils font quoi? Ils font le travail de l'agresseur. Parce que vous ne leur donnez pas de moyens d'abord. Non, mais le peu de moyens qu'ils ont utilisés, disent comment. Je ne dis pas qu'ici, on va continuer à respecter la liberté de la presse. Parce que nous sommes un pays démocratique. Mais vous n'allez pas les Mais vous avez déjà vu pendant la guerre, vous avez déjà vu la presse américaine, comment elle critique les troupes américaines en opération? Laissons. Allons plus loin. Et cher ami, est-ce que vous pensez que le Rwanda n'a pas de médias? Vous avez déjà vu combien de médias rwandais en train de critiquer un dictateur ou en train de donner des lignes? Mais vous pensez que Museveni n'a pas de médias? Museveni a des médias? Combien de journalistes ougandais que vous avez vus lorsque leur pays est agressé?
Parce que c'est la nation en péril. La nation à laquelle vous et moi appartenons. Vous, que vous soyez au pays ou que vous soyez dans la diaspora, je suis sérieux, je suis conscient que plusieurs personnes sont en train de nous suivre dans la diaspora aux États-Unis, en Europe, sur le reste du continent et en Asie. Mais la nation, que vous soyez dans la diaspora ou non, cette nation est la vôtre, elle est la nôtre. Et nous avons le devoir de la défendre. Et vous parlez constitutionnaliste. C'est l'article 63 de la Constitution. L'article 63 de la Constitution de la République parle du droit et du devoir sacré de tout Congolais de défendre l'unité de la République et l'intégrité du territoire face à une menace ou à une agression étrangère. Donc pour nous, ce n'est pas, c'est un devoir sacré, que vous soyez dans les médias ou pas, défendre l'unité de la République et l'intégrité territoriale. Alors, on va évoluer, professeur. Donc, ça c'est très important pour les médias parce qu'on reviendra sûrement à l'appel à la mobilisation lancé par le président Félix Tshisekedi. Ça va revenir, mais je voudrais revenir. Il y a deux choses. Les opposants, vos opposants, ils disent ceci. Le chef de l'État est allé lui-même se brûler les mains en signant des accords avec des gens qu'il ne fallait pas. Pour un parti qui a fait 37 ans dans l'opposition, devrait au moins avoir la lecture diplomatique de la chose pour ne pas être frère, pour ne pas trop se rapprocher du Rwanda. On accuse le président d'avoir été, on va dire, naïvement politique. Il a cru en la bonne foi de Kagame alors qu'il n'en a pas. Donc, c'est lui qui nous a mis dans ce bourbier et maintenant que ça ne va plus, le chef de l'État nous revient. Et ça c'est ce que les opposants disent. Ils disent aussi que le chef de l'État aurait pris des décisions sans consulter l'Assemblée nationale. Le docteur Mukwege a accusé le chef de l'État d'avoir appelé les forces régionales sans consulter, premièrement, le Parlement, mais aussi demander à l'élite congolaise de réfléchir sur la question. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces personnes qui pensent que c'est le chef de l'État qui est l'auteur de tous ces bazars que nous avons aujourd'hui? Disons d'abord, je vous ai dit une chose. Le président Félix Tshisekedi n'a pas signé, il a sûrement parlé. Aux autres, il n'a pas signé d'accord. C'est un problème de droit. Je suis souvent mal à l'aise de pouvoir dire que le droit, c'est assez compliqué. Hein? Que le droit, ce sont des termes. Que le droit, certaines personnes l'ont fait pendant 25 ans. Et que toute personne ne peut pas en parler. Il faut avoir les rudiments. Il n'y a pas d'accord que Félix Tshisekedi a signé. Traité ou accord international, ça n'existe pas pour lâcher le pays. Ceux qui avaient signé les accords, c'est l'ancien régime, les actuels opposants. Vous voyez? Donc, le président de la République est dans sa fonction. Et tous les accords commerciaux avec le Rwanda? Prenez ça. Pour aller faire ce qu'il a fait, la Constitution ne demande pas au président de recourir à l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Parlement. Vous avez évoqué des choses là. Oui. Voilà la Constitution. Quel est l'article qui vous dit que le président de la République, pour aller à Luanda, il a besoin d'une autorisation de l'Assemblée? Non. C'est seulement, je crois, l'article 86, et je voudrais être clair, c'est seulement l'article 26 qui dit quand il faut déclarer la guerre, le président a besoin de l'autorisation de l'Assemblée. L'article 86. Ouais, 86. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, le président n'a pas signé d'accord dont il parle. Les accords commerciaux avec le Rwanda. Ouais. Permettre au Rwanda de descendre, d'atterrir au Congo, d'ouvrir une ligne aérienne ici chez nous. On dit même que c'est vous qui avez consacré cette histoire en demandant à l'ambassade, en ouvrant une ambassade du Rwanda ici, ce que Kabila n'avait pas fait dans son temps. Est-ce que vous... Quoi? Il dit ça, hein? Mais Maître Nkoulou n'était pas ambassadeur du pays? Mais on est en train de parler de quoi? Mais on n'avait pas un ambassadeur du Congo, un ambassadeur du Rwanda ici. C'est le Rwanda qui n'avait pas envoyé. Oui. Vous êtes juriste. Hein? C'est la réciprocité. Lorsque nous avons un ambassadeur dans un autre pays, nous ne pouvons pas interdire à cet autre pays-là d'envoyer, nous avons des ambassadeurs. Maître Nkoulou, que je respecte beaucoup, qui est maintenant juge à la Cour constitutionnelle, qui est un ancien conseiller aussi du spécial de l'ancien président, il était ambassadeur à Kigali, en vertu de quoi? Ce sont des informations que les Congolais n'ont pas. Mais comment? Ces informations-là, il y a des Congolais qui n'en ont pas. Mais vous devez leur dire. C'est ça le rôle aussi des ministres. Si, mais vous êtes mon invité. C'est pas moi d'informer à la population. Non. Maître Nkoulou était là, nous avons une ambassade en vertu d'un accord signé par le président Kabila et le gouvernement, la RDC, sous la présidence de M. Kabila et Kagame. Et les accords commerciaux? Oui. Les accords commerciaux, il n'y a rien de mal dans cela. Il n'y a rien de mal.
Il n'y a rien de mal à signer un accord commercial et à l'époque, nous n'étions pas agressés. Mais lorsque nous nous sommes rendus compte que ça allait dans un mauvais sens, que le Rwanda a profité, nous avons mis fin à cet accord-là. Et cela appartient, c'est du domaine d'un pays, de son droit de le faire. Alors, le chef de l'État demande, on va parler de la mobilisation, le chef de l'État fait un discours au cours duquel il demande aux jeunes de s'enrôler d'abord dans l'armée, il demande à la mobilisation générale, il dit que nous puissions mettre toutes nos divergences de côté, et cet appel a été reçu favorablement par certaines personnes. Certains opposants comme Martin Fayulu et les autres ont accepté. Mais il y en a d'autres aussi qui ont posé des conditions avant d'accepter la mobilisation. C'est le cas de M. Matata Mponyo qui dit « Ils veulent bien vous accompagner, mais vous devez cesser d'utiliser l'appareil judiciaire comme une arme contre les opposants, arrêter avec les poursuites, ainsi de suite. » Il y en a d'autres qui estiment que l'appel est bien, il y en a d'autres qui estiment que le discours était creux. Comment vous l'avez entendu? D'abord en tant que professeur des universités, mais aussi en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale. Bon, je dois d'abord dire que nous avons comme pays, nous avons la chance d'avoir Félix Tshisekedi comme président de la République. Je ne veux pas être comme les Kimbanguis, qui vous parlez du 5e président. Je ne suis pas Kimbanguis, mais il n'avait pas tort. Ce pays a la chance d'avoir Félix Tshisekedi comme président de la République. Mais c'est normal, vous êtes élu de PES, vous ne pouvez pas dire autrement. Je suis élu de PES. C'est pour cela qu'il a été élu. C'est un fils du pays. Félix Tshisekedi se sent dans la peau et dans la chair de chaque Congolaise et de chaque Congolais. C'est ainsi qu'il peut identifier l'agresseur, le Rwanda. Parce qu'il est fils du pays. Il est patriote. C'est ainsi que lui peut appeler à la mobilisation générale. Vous avez vu l'ancien régime, d'abord c'était l'agresseur. Nous parlons de quoi comme opposants parce qu'ils étaient au pouvoir hier. Vous avez vu, parce que nous étions agressés, vous avez vu l'ancien régime appeler, d'abord identifier l'agresseur. Vous avez vu l'ancien régime lancer un appel à la mobilisation pour sauver la patrie en péril. C'est ça, Félix Tshisekedi. Nous avons cette chance-là. Et même ses adversaires, le discours du président, certains ont dit non, il n'y croyait pas, c'était un discours creux. Mais je suis surpris, pas plus tard qu'hier, j'ai vu certains opposants, parmi ceux qui disaient que c'était un discours creux. Ils suivent le discours du président de la République de la mobilisation. Vous l'avez suivi comme moi? Si. Ceux qui disaient que c'était un discours creux. J'ai vu la réunion, je ne veux pas citer ce regroupement politique, pour soutenir l'appel du président de la République dans l'opposition. Oui. Je ne veux pas citer, pas pour faire trop de publicité, mais vous avez suivi. Il y a SID qui accompagne qui accepte le discours, mais ils disent que c'est pour le pays. Ils acceptent le discours, oui. C'est-à-dire il y a un leadership. Ils disent c'est le pays. Ils ne soutiennent pas votre régime. Ils viennent soutenir le pays. Le pays est dirigé. Ce n'est pas un jeu de mots. Le pays est dirigé par quelqu'un, c'est le chef de l'État. Il représente la nation, Félix Tshisekedi, en vertu de l'article 67. Ne jouez pas par les mots. Vous répondez à l'appel à la mobilisation très bien. Pourtant, Katumbi est clair sur la question. C'est vrai que son message est subtil en disant que nous recommençons une affaire qui avait déjà été close. Pour lui, les M23, si les M23 sont revenus en force, parce qu'il y a eu une absence de leadership. Le M23 était défait et c'est à cause du manque de leadership que le M23 a ressurgi. Et là, c'est Katumbi qui le dit, en tout cas de façon subtile. Non, mais vous n'avez pas dit qu'ils sont prêts à suivre Félix Tshisekedi. Ça, vous n'avez pas ajouté? Si, mais alors pourquoi vous ne dites pas ça? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils sont prêts à suivre l'appel du président de la République. Oui, mais le message. Est-ce que ça, vous avez entendu? Si, mais le message est. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ils sont prêts à suivre l'appel, c'est-à-dire il y a un leader. Il y a un leader. Alors, parce que les gens vous suivent. Le discours était que c'est la même chose, non? Oui. Il a appelé l'union sacrée de la nation. Vous avez vu les gens circuler, non? Nous avons répondu à l'appel. Toute l'opposition est venue. Et ils étaient parmi eux. Il y a un leader. Il vient de lancer un appel, malgré tous ces jeux de mots-là pour se justifier. Et ils ont tout à fait raison. Nous le comprenons. Il faut les féliciter d'ailleurs. Moi, je tiens à les féliciter d'avoir compris parce que mieux vaut tard que jamais. Je félicite notre opposition qui a accepté, notre opposition dans toutes ses composantes, qui accepte de suivre l'appel à la mobilisation de son Excellence Félix Tshisekedi, président de la République. Alors, professeur, sur quoi vous reposez votre confiance, puisque vous êtes, je veux dire, très assuré que dans si peu de temps, on en finira?
nous sommes très assurés que nous mettrons fin à l'aventure rwandaise à travers les rebelles du M23. Que nous allons libérer l'ensemble de notre territoire national. Nous n'allons pas céder 1 centimètre carré de notre espace territorial. Sur quoi nous le fondons? Mais sur vous-même et sur nous-mêmes. Lorsque vous voyez par exemple la Constitution, le préambule, nous pensons, c'est sur la détermination. Vous savez, on lit dans le préambule, nous, peuple congolais, affirmant notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique, sur cette volonté de bâtir au cœur de l'Afrique une nation puissante et prospère. Nous ne pouvons pas bâtir une nation puissante et prospère si nous continuons, notre territoire continue à être occupé par des puissances étrangères. C'est sur la détermination de chacun d'entre nous que ce pays nous appartient, qui nous a été légué par les aïeux, et que pour rien au monde, nous allons le perdre. Et puis vous voyez quand même, 120 millions de Congolais, 120 millions de Congolais face à 18 millions, 13 millions de Rwandais, 21 millions ou 25 millions d'Ougandais. Non, ce peuple ne va pas tolérer. Ce peuple ne tolère pas. Et vous avez vu l'appel du président de la République à la mobilisation générale, comment cet appel a été suivi à travers le territoire national. C'est que notre peuple est déterminé. Lorsqu'un peuple a cette détermination, c'est un peuple qui ne désespère pas, c'est un peuple qui n'est pas pessimiste. Et ce qu'on peut demander dans les médias, ce qu'on constate, et surtout sur les réseaux sociaux, nous avons trop de pessimistes. Non, je l'ai répété à plusieurs reprises. Peut-être parce qu'il n'y a pas une communication qui les assure ou qui les rassure, peut-être. Non, ce n'est pas d'abord question d'une communication. En nous-mêmes, c'est cette détermination-là. Nous devons bâtir un pays plus grand qu'avant. Donc, nous devons être déterminés. Nous ne pouvons pas être un peuple qui pleurniche à tout moment. Voilà, le Rwanda nous a agressés. Voilà, ils viennent de prendre Rutshuru au centre. Voilà, ils viennent. Non. Mais nous devons être, je l'ai toujours dit, cette génération, la nôtre, la mienne, nous devons être une génération de gens qui luttent, qui espèrent, des gens déterminés et non pas des gens qui désespèrent. C'est pourquoi l'appel à la mobilisation est lancé à tout le monde. Les politiques, les intellectuels, la société civile, les Congolais au pays ou dans la diaspora. Ce n'est pas seulement, c'est le moment de le dire, ce n'est pas une mobilisation qui concerne seulement les Congolais de l'intérieur. Je regarde ici nos Congolais qui sont aux États-Unis, en Amérique, qui sont en Europe, qui sont en Asie, qui sont dans le continent. C'est question d'être mobilisés et de dire clairement et fortement au monde entier que nous en avons assez. Notre pays doit être ce à quoi le destin l'a dessiné au cœur du continent. Nous n'allons plus tolérer de telles aventures. Donc, c'est sur cette volonté-là que je fonde cette conviction qui est non seulement la mienne, qui est celle de tous les députés membres de l'Assemblée nationale, et au sommet, c'est la conviction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce que c'est vrai que nous avons maintenant acheté des armes et que nous avons acheté des avions et des chars de combat? Est-ce que c'est vrai? Ou vous utilisez ce que M. Kabila avait laissé? M. Kabila avait laissé des armes? Je ne sais pas. Si M. Kabila avait laissé des armes, c'était pour que ces armes-là soient au garage ou bien qu'ils nous aident à combattre. Non, je ne sais pas. Oui. Mais dans tous les cas, c'est un langage militaire. Ce que je peux dire, c'est que nous avons des armes. Vous violez les territoires, l'espace aérien rwandais. Le Rwanda s'est plaint aujourd'hui en disant que vous avez survolé leur sol et que même un de vos appareils aurait atterri à Rubavu. Et pour eux, c'est une violation flagrante de leur territoire. Mais le Rwanda qui parle le langage du droit international? Non. Le Rwanda qui est, comme je l'ai dit, un État voyou, c'est-à-dire qui ne respecte pas les règles élémentaires, qui viole notre territoire, qui fait entrer les terroristes du M23, qui viole les principes de la Charte des Nations Unies, les principes de l'acte constitutionnel de l'Union africaine. Le Rwanda va nous donner des leçons en droit international? Non. Il vous donne pas des leçons, il s'est plaint. Non, on a dit que c'était un exercice. Vous savez, vous voyez la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda? Oui. Mais parfois, qu'est-ce qui fait la frontière? Parfois, quand vous survolez, vous êtes déjà. Et regardez quand les avions, par exemple, quand un avion atterrit à Brazzaville, mais parfois il survole le fleuve. C'est un incident mineur. C'est un avion en train de circuler en plein exercice. Nous n'avons pas violé. Est-ce que vous n'êtes pas en train de... Et nous ne sommes pas un pays qui viole, qui fait la guerre, qui va en guerre. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de démontrer à l'humanité tout entière
la vulnérabilité du Rwanda qui se croit toute puissante ou tout puissant. Bon, c'est au monde entier de tirer les leçons. Et le monde, ça, je l'ai dit, nous avons dit au comité de sanctions des Nations Unies qui nous a rendu visite hier à l'Assemblée nationale, nous en avons assez de cette duplicité de certains membres de la communauté internationale. Nous avons dit aux représentants de ces pays membres permanents du Conseil de sécurité qui nous ont rendu visite hier au Palais du Peuple que ça n'était terminé et que le Congo a droit au respect. Nous sommes un pays souverain dans tous les domaines. Nous ne sommes pas des bébés. Alors, non, nous sommes une grande puissance et ce pays mérite d'être respecté. Et Dieu merci, sous cette présidence de Félix Tshisekedi, ce pays va apprendre à se faire respecter par tous les autres, en commençant par le Rwanda. Est-ce que notre armée est bien prise en charge aujourd'hui? Bon, notre pays est aujourd'hui plus en charge mieux qu'hier. Okay. Ce gouvernement, ce régime de Félix Tshisekedi, président de la République, prend en charge notre armée et nos services de sécurité mieux que ne le faisait le gouvernement précédent. Très bien. Et je dois dire aussi que le budget que nous allons adopter prochainement, dans les prochains jours à l'Assemblée nationale, vous verrez clairement le montant qui est alloué à l'armée, ce sera historique. Jamais l'armée n'aura bénéficié de telles subventions. Et nous disons ceci. Vous nous dévoilez le montant? Le budget sera public, les discussions sont encore en cours, je crois que ce sera public, vous suivrez le montant. Et en même temps, nous disons ceci, lorsque ce montant aura été débloqué, ce général, ce colonel, ce capitaine, ce sergent, qui va utiliser les fonds alloués aux forces armées pour construire des hôtels à Kinshasa ou ailleurs, pour construire des chambres froides, ce général-là, ce lieutenant-là, ce capitaine-là, il verra, il subira les conséquences de son acte ou de ses actions. Très bien. Professeur, on va terminer cette émission. Monsieur le Président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, la rubrique, elle est là, la rubrique de photos, je ne sais pas, vous la connaissez si bien, cet exercice, puisque vous l'avez même inauguré. On va procéder à des photos. Et vous êtes libre de commenter une photo ou pas. Est-ce que vous êtes prêt? Allez-y. On va commencer la première photo, s'il vous plaît. Oui, c'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui oriente, en fait, qui est dans la même ligne des pensées que le président Félix Tshisekedi. Et dans le cadre de l'Union sacrée, nous sommes déterminés à faire respecter ce pays. Nous avons déclaré avant-hier le M23 comme groupe terroriste soutenu par le Rwanda. Nous sommes déterminés à ce que l'aventure rwandaise cesse et que notre pays retrouve enfin les conditions, notre peuple retrouve les conditions pour bâtir au cœur de l'Afrique un pays plus beau qu'avant. Avez-vous une idée quand il dit à M. Moïse Nyarugabo de rentrer chez vous, il faisait allusion à quoi exactement? Parce que ça a été un incident, beaucoup de gens l'ont mal compris. Non, non, chez vous, vous savez, à l'Assemblée nationale, nous avons des rangées, comment les gens se situent. Mais Moïse Nyarugabo, parce que vous l'évoquez, Moïse Nyarugabo est congolais. C'est un Congolais, il va rentrer où? Il est Congolais. Je crois que les gens ont mal interprété. Les gens tendent toujours à mal interpréter les choses. Moïse Nyarugabo, c'est un Congolais, c'est un député, il est à l'Assemblée nationale. Vous savez, nous sommes un parlement démocratique. Il s'est permis à tout le monde de s'exprimer librement, mieux et plus librement que dans le passé. Donc, c'était une mauvaise façon de voir les choses de la part de ces tambourineurs-là des médias. Photo suivante. Paul Kagame. Paul Kagame, c'est un dirigeant autoritaire. Il dirige un pays, un État voyou qui agresse la République démocratique du Congo. Et nous, on lui a déjà transmis le message. Président Kagame, avec tout le respect qu'on voudrait aussi comme chef d'État d'un pays étranger, nous voulons qu'il soit mis un terme à cette aventure du M23, que le Rwanda cesse. Que le Rwanda cesse d'interférer. Et même lorsqu'on dit qu'ils viennent pour défendre un groupe ethnique. Mais qui leur a donné mandat de venir défendre? Qui leur a dit qu'il était menacé? Parce que nous sommes tous au Parlement ici, nous avons des parlementaires de tout genre, nous savons plus de 400 groupes ethniques. Non, vous n'avez pas reçu mandat. Même le fils du général, le fils du président Museveni n'a pas reçu mandat. Et nous n'allons pas nous donner non plus le mandat de venir défendre les Hutus ou les autres groupes ethniques ailleurs. Non, nous n'agressons pas. Monsieur le Président, c'est peut-être, ça aura été une aventure malheureuse que de se promener au Congo à travers le M23. Mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il est temps de récupérer ces troupes du M23
et d'établir des relations qui valent la peine, des relations amicales avec la RDC. Parce que les voisins, nous le sommes et voisins, nous le resterons. Photo suivante. C'est qui celui-ci? Vous ne le connaissez pas? C'est le porte-parole du M23. C'est le porte-parole du M23. Oui. Bon, on voit que c'est quelqu'un manipulé. Et je crois que s'il était congolais, il aurait pu reprendre sa place. Vous voyez, on sent que c'est quelqu'un qui a des problèmes. Et le M23 est sûrement le problème. Vous avez des problèmes lorsque vous vous dites congolais, vous agressez votre propre nation. Photo suivante. Alors là, ce sont les FARDC, nos forces militaires. Cette armée va monter en puissance et nous allons, de la même manière que nous disons, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Notre pays est déjà bien rangé. Cette armée va monter en puissance et les prochains jours, les tout prochains jours, vont le faire voir clairement au monde que l'armée congolaise, les forces armées congolaises, avec sous un nouveau leadership, avec un nouveau commandant en chef de forces armées, un commandant en chef qui connaît l'intérêt de son peuple, vous verrez de quoi sont capables nos forces armées dans les tout prochains jours. Photo suivante. Le président Museveni. Le président Museveni, il dirige un pays voisin, mais ce que nous pouvons lui demander, c'est que le président, on a appris dernièrement qu'il a présenté des excuses au Kenya, parce que son fils de général a déclaré ce qu'il a dit. Monsieur le président Museveni, nous avons besoin de relations fraternelles avec le peuple ougandais. Ce serait une bonne chose si le Congo pouvait également recevoir les mêmes excuses que vous avez présentées au président Ruto du Kenya. Photo suivante. Je crois qu'on va... Ah, ok. Guterres, secrétaire général des Nations Unies, nous avons été vraiment déçus jusque-là de l'attitude des Nations Unies. La MONUSCO qui fait un repli stratégique pendant qu'on massacre nos populations. L'ONU au niveau des Nations Unies, certaines puissances bien identifiées qui refusent de condamner le Rwanda jusque-là et qui agissent en compris, alors qu'il y a des crimes de guerre, il y a des génocides, des crimes contre l'humanité qui se mettent sur le territoire. Nous voudrons que les Nations Unies s'assument. Mais nous comprenons aussi que le secrétaire général des Nations Unies, c'est un fonctionnaire et que les décisions sont prises. Mais même s'il est fonctionnaire, c'est lui qui dirige le secrétariat et qui sait orienter d'une façon ou d'une autre. Nous serions heureux, monsieur le secrétaire général, si vous pouvez aider le Conseil de sécurité dans ce sens-là, qu'il soit mis un terme à cette aventure du Rwanda, qu'on prenne les sanctions prévues par le Tchad. Cette nation, la RDC, a besoin de retrouver sa place dans le Conseil des Nations. On va terminer avec la dernière photo. Ah, voilà, c'est la dernière photo. L'université de Kinshasa, oui, c'est mon université. C'est mon université et nos étudiants les professeurs sont en grève. Ils étaient reçus, nous avons reçu les professeurs hier au niveau du bureau de l'Assemblée nationale et il faudra sauver l'année académique. Mais sauver l'année académique en tenant aussi compte des conditions dans lesquelles les professeurs d'université, le personnel administratif, le personnel scientifique travaillent. Parce que vous-même, vous êtes professeur. Donc je suis moi-même professeur, vous comprenez. Oui. Ouais. Je suis professeur, j'avais reçu pour la première fois la Pikine. Oui. Et hier, je les ai conduits au niveau du bureau. Je suis professeur avant d'être membre du bureau de l'Assemblée nationale. Il faudra que notre gouvernement s'occupe des professeurs d'université, du personnel scientifique, du personnel administratif. Parce qu'un pays, lorsque nous disons que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant au cours de l'Afrique, mais ça ne pourra pas se faire sans l'université, ni la contribution des universitaires. Donc, il y a des questions de primes de recherche, il y a des questions, les conditions minimales doivent être garanties aux professeurs d'université pour qu'ils assument effectivement leur rôle. Évidemment, les professeurs comprendront également aussi qu'ils ont des responsabilités vis-à-vis de la nation. Merci beaucoup, professeur. Merci, honorable président. Le dernier appel, le dernier mot, ce sera la mobilisation. J'en appelle à l'ensemble de notre peuple, au pays, dans la diaspora, sur tous les continents. J'en appelle à toutes les catégories. Les politiques, ils ont commencé à répondre. Les scientifiques, les intellectuels, les hommes des médias, pour que nous puissions soutenir le président de la République dans ce qu'il fait pour la nation, soutenir les forces armées et défendre la nation. J'en appelle à tout le monde, ceux qui doivent se mobiliser dans les forces armées, qu'ils s'enrôlent dans les forces armées.
Et je rappelle l'article 63 de la Constitution. L'article 63 de la Constitution, je crois que je terminerai par là. Nous avons, chaque Congolais a un droit et un devoir sacré de défendre l'unité de la République et l'intégrité de son territoire en cas de menace ou d'agression extérieure. Nous sommes victimes, notre pays est victime d'une agression extérieure et c'est maintenant que notre devoir, nous devons assumer notre devoir qui est sacré, défendre l'unité nationale, défendre l'unité de la République et l'intégrité de son territoire. Merci beaucoup, honorable président, comme on vous appelle à l'Assemblée nationale. Merci, très cher professeur, d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais vous acceptez de répondre à l'invitation d'une chaîne privée. C'est un grand honneur que vous faites. Merci beaucoup, puisqu'on a connu beaucoup d'autres comme ça. Une fois qu'ils sont là, ils ne pensent plus à nous. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et je crois que quand il y aura des urgences ou des questions brûlantes, on reviendra encore vous voir. Merci. Ça en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On aura le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, avec de l'eau chaude ou du lait. Profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com.